C'est une onde de choc pour les gouvernements européens qui redoutent de grands bouleversements politiques. En Grèce, les électeurs ont chassé la vieille garde au pouvoir et leur nouveau Premier ministre, Alexis Tsipras, ouvre la marche pour l'Europe entière en sonnant le glas de la politique de crise des eurostratèges dans son pays. Le peuple veut changer de cap. Alexis Tsipras est en quête d'alliés. Après le président François Hollande à Paris, il rend visite au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, à Bruxelles, et pose même main dans la main avec lui. Mais pour le moment, les dirigeants de l'Europe rejettent toutes ces conditions. Idem pour son ministre des Finances. Quand Yanis Varoufakis annonce au président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, qu'Athènes ne recevra plus la Troïka, ce dernier abandonne brutalement la partie. À Berlin, Yanis Varoufakis exige de nouvelles négociations, invoquant le fait qu'aucun pays en crise ne pourrait payer ses dettes sans croissance économique. Mais le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble campe sur ses positions, les mêmes depuis des années. Il faut traiter les causes des problèmes là où ils sont apparus, car c'est seulement là qu'on pourra les solutionner. À la suite de ça, un peu partout, les Européens descendent dans la rue. À Berlin, devant le ministère des Finances, à Athènes, où l'on manifeste pour la première fois depuis des décennies en faveur du gouvernement, et à Madrid, où des centaines de milliers d'Espagnols dénoncent une politique qui ne les aide vraiment pas. Si certains ont été sauvés, ils n'en font pas partie. Les plans de crise des pays de la zone euro ont fait plus de mal que de bien jusqu'ici. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? C'est ici, à Athènes, que tout a commencé, au printemps 2010. L'État grec est surendetté, mais les autres pays de la zone euro tiennent à lui éviter la faillite. Les ministres des Finances dégagent alors des milliards d'euros de crédits piochés dans les caisses de leurs États pour préserver la solvabilité de la Grèce. En contrepartie, les Grecs vont devoir se soumettre à une institution dont l'existence n'est prévue dans aucun traité ni constitution, la Troïka. C'est ainsi qu'un petit groupe de fonctionnaires s'est soudain trouvé investi du pouvoir de transformer et remanier tout le pays selon la seule volonté de ses créanciers. Et aucun parlement à ce jour n'a le pouvoir de contrôler ces hauts fonctionnaires. Au sein de l'Union, les pays liés par la monnaie unique constituent l'Eurogroupe. En 2010, au début de la crise, leurs gouvernements, représentés par leur ministre des Finances, ont décidé de charger le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, présidée alors par José Manuel Barroso, de contrôler les pays surendettés. Ensemble, les trois institutions forment la Troïka. La Troïka a envoyé jusqu'à 40 experts en Grèce, au Portugal, en Irlande et à Chypre pour négocier ces programmes d'économie avec les gouvernements. Ces eurofonctionnaires ont un pouvoir considérable. Ce sont eux qui dictent aux pays ce qu'ils doivent faire. Car les crédits ne sont débloqués que s'ils remplissent les conditions du Memorandum of Understanding, le protocole d'accord. Nous sommes partis enquêter pendant 1 an sur les traces de la Troïka. Au Portugal, à Chypre, en Irlande, à Bruxelles, Londres et Berlin, aux États-Unis et en Grèce. L'objectif des plans de sauvetage était de sortir les pays en crise du surendettement et d'y relancer la croissance économique. Mais cela s'est soldé par un échec. Ces pays affichent tous une dette publique plus élevée que jamais. Leurs économies ont sombré plus encore dans la récession et les millions d'actifs qui ont perdu leur emploi sont aujourd'hui en situation de détresse. Hippocrate se retournerait dans sa tombe s'il voyait l'état de notre système de santé. Mon pays est endetté. Des gens ont pris et détourné de l'argent. Mais nous, on n'y est pour rien, nous. Si je n'ai pas trouvé de travail d'ici juin prochain, je n'aurai pas d'autre solution que d'émigrer. Dans 30-40 ans, il y aura 4 millions d'habitants de moins au Portugal. 40% de la population ? Oui. 60-70% des gens que je connais sont partis. 60-70% de tes amis sont partis ? Oui. Ils ont immigré en Australie ou au Canada pour trouver du travail. Il n'y en a pas ici. Mais on dit que ça repart en Irlande, qu'on y a créé plus de 60 000 emplois. Où ça? Pas en Irlande. Les politiques ont fait 60% d'heureux et mis les 40% restants à la porte en disant simplement « on n'a plus besoin de vous ». Que s'est-il donc passé ? En Grèce, un homme avait clairement énoncé, très tôt déjà, les défauts du programme de la Troïka. L'économiste Yanis Varoufakis. À l'été 2014, il ignorait encore qu'il deviendrait bientôt le ministre des Finances de son pays en faillite.
La Troïka visitait nos capitales, Dublin puis Lisbonne. Et à Athènes, elle s'y conduisait comme ce vieux radin d'Ebenezer Scrooge à l'hôpital des enfants. Elle avait insisté pour qu'on licencie les femmes de ménage du ministère des Finances, déjà payées au SMIC, pour réduire les dépenses publiques. Aujourd'hui, les dirigeants européens concernés, comme la chancelière allemande Angela Merkel et son ministre des Finances Wolfgang Schäuble, affirment que le déficit et la dette de la Grèce étaient tellement élevés qu'il n'y avait pas d'alternative à ces grosses coupes budgétaires. S'ils avaient vraiment voulu stabiliser la Grèce et le marché financier européen, ils auraient dû immédiatement alléger la dette du gouvernement grec. Au lieu de cela, ils ont déstabilisé le marché financier. Ils ont créé une dette permanente et irremboursable et monté une nation contre une autre. Ce moment restera l'un des pires épisodes de l'histoire de notre continent. Ce que vous dites paraît plausible, mais ça a aussi des allures de grande conspiration. Ce n'était pas une conspiration, mais une opération très simple, motivée par une question: comment rester au pouvoir? Monsieur Juncker l'a dit, nous savons ce qu'il faut faire, mais pas comment rester au pouvoir après. N'oubliez pas qu'avant 2008-2010, tous les gouvernements, conservateurs ou sociodémocrates, soutenaient énormément le secteur financier. Nos politiques avaient une sorte de pacte faustien avec les banquiers. On vous laisse faire ce que vous voulez et vous nous versez un petit quelque chose pour financer nos États. Si bien que, quand la crise est arrivée, totalement inattendue pour eux, ils n'avaient ni la capacité analytique, ni l'autorité morale nécessaire pour dire à ces banquiers « Vous savez quoi? Vous êtes hors jeu ». À l'origine, la crise est née de ce que pendant des décennies, les gouvernements grecs ont dépensé plus d'argent qu'ils n'en percevaient. Malgré un taux d'endettement dangereusement élevé, la Grèce a profité, en entrant dans la zone euro, de taux d'intérêt en baisse. Ce qui a conduit certains politiques à créer des milliers d'emplois publics pour leurs amis et à lancer d'ambitieux projets comme les Jeux Olympiques de 2004. Le tout grâce à plus d'emprunts encore, accordés sans scrupule par des banques de toute l'Europe. Les complexes sportifs, aujourd'hui en ruine, ont coûté 7 milliards d'euros. Et le petit pays a investi davantage encore dans l'armement, au point d'afficher le plus gros budget défense par habitant de l'OTAN. Pour les fabricants français et allemands, ces blindés, frégates et autres sous-marins représentaient des marchés de plusieurs milliards, décrochés souvent à la faveur de pots de vin. Autant dire que la France et l'Allemagne ont bien profité de ce boom économique financé par la dette. Mais en 2010, quand la Grèce s'est retrouvée au bord de la faillite, les deux pays ont ignoré la part de responsabilité des banques et des facilitateurs d'affaires français et allemands. À Bruxelles, Francfort et Berlin, les esprits avisés savaient déjà en mai 2010 que la Grèce n'allait jamais rembourser ses dettes. Ils ont fait comme si la Grèce n'était pas insolvable, mais seulement en manque temporaire de liquidité. Ils ont agi comme des banquiers véreux de troisième zone, accorder le plus gros crédit de l'histoire aux plus insolvables des États. C'est un crime contre l'humanité. En faisant cela, ils ont condamné la Grèce à un endettement permanent. Et ils ont monté une nation européenne contre une autre. Car Berlin a dit aux ouvriers allemands, qui sont souvent à la limite du seuil de pauvreté eux-mêmes, bien qu'ils travaillent 8 à 10 heures par jour, nos hôpitaux allemands doivent faire des économies, mais nous allons donner 110 à 130 milliards d'euros aux Grecs. Or, c'est faux. Cet argent, les Grecs n'en ont jamais vu la couleur. C'est aux banques qu'on l'a donné. Des banques françaises et allemandes pour l'essentiel. Ils ont menti à la fois aux Grecs et aux Allemands. Aux Grecs en leur disant « nous vous avons évité la faillite » et aux Allemands en disant
Les Grecs ne sont pas sérieux, on les punit en leur imposant un plan d'austérité. Mais solidarité européenne oblige, on va leur prêter de l'argent. Washington, siège du Fonds monétaire international, aujourd'hui dirigé par Christine Lagarde. Ces experts sont rompus à la gestion des crises d'endettement. C'est ce qui a poussé les États de la zone euro à intégrer le FMI dans le projet en tant que créancier. Ici, l'octroi des crédits dépend des 24 directeurs exécutifs représentant les États membres. Et quand le cas de la Grèce s'est présenté, certains avaient pourtant tenté de résister. Paolo Nogueira Batista, qui siège au conseil d'administration en tant que directeur exécutif brésilien, incarne cette voix critique. À l'époque, quand la décision a été prise, n'a-t-il pas été question de commencer par restructurer la dette publique de la Grèce? Par lui accorder une remise de dette pour qu'elle soit viable? Ça aurait été la solution la plus raisonnable, non? C'est exactement ce que j'avais écrit dans le document que nous avons présenté au conseil d'administration. La Grèce en serait mieux sortie si l'on avait allégé sa dette d'emblée. Le gros problème qui s'est posé alors, c'est que le règlement du FMI ne permettait de réduire la dette que si elle était viable, c'est-à-dire remboursable selon un agenda prédéfini. Et les membres du FMI rechignaient à l'affirmer. Alors ce qui s'est passé, et ce fut un rude moment pour le FMI, c'est qu'on a modifié le règlement pour l'adapter à la situation. On y a ajouté une clause qui permet au FMI de prêter une très grosse somme à un État membre, même si sa dette ne peut très probablement pas être qualifiée de viable. On aurait donc changé les règles internes du FMI du jour au lendemain pour la Grèce? J'ai été très choqué à l'époque par l'absence de transparence de la procédure. Il fallait éplucher un compte-rendu long comme le bras pour comprendre ce qui s'était passé. Ce n'était pas un point à l'ordre du jour? Non, pas explicitement. C'était une mauvaise décision et nous l'avons payée au prix de notre réputation. Pourquoi les Européens ont-ils manigancé ce putsch secret au sein du FMI? L'ex-conseiller de José Manuel Barroso, à l'époque président de la Commission, a suivi cela de près. Les décideurs du FMI ont été mis en minorité par le directeur général d'alors, Dominique Strauss-Kahn. Comme il briguait la présidence en France, il ne voulait pas imposer de pertes aux banques françaises. De leur côté, les banques allemandes ont convaincu Angela Merkel qu'il serait dramatique qu'elle perde de l'argent. Alors, les gouvernements de la zone euro ont décidé de faire comme si la Grèce traversait seulement des difficultés temporaires. Et ils ont contourné un principe essentiel du traité de Maastricht, la clause de non-renflouement. Ils ont prêté de l'argent à Athènes, non pas pour sauver la Grèce, mais les banques françaises et allemandes qui avaient eu l'inconscience d'accorder des prêts à un État insolvable. Connaissez-vous le montant des sommes en jeu pour les banques françaises et allemandes? Pour les banques françaises, 20 milliards d'euros. Pour les banques allemandes, 17 milliards. Et voilà comment on a évité d'accorder d'emblée une remise de dette à la Grèce, alors qu'on savait parfaitement bien quelles conséquences cela allait avoir. Le représentant grec au FMI de l'époque en a la preuve. La conversion de la dette était la grande absente dans ce programme. La remise de dette, vous voulez dire? Remise de dette et participation du secteur privé. Les Européens avaient imposé un plan de réforme drastique aux Grecs sur une période très brève, 3-4 ans. Et les experts du FMI doutaient dès le départ de son succès. Le délai accordé pour combler le déficit budgétaire étant trop court.
En mars 2010, les experts du FMI ont envoyé un email à la Commission européenne. Je peux vous montrer ce qu'ils avaient écrit. Volontiers. Ce programme va considérablement réduire le pouvoir d'achat dans le pays et y provoquer une profonde récession qui mettra sérieusement le tissu social en danger. Il l'avait dit dès le départ. Ça voudrait dire qu'on a sacrifié la Grèce sur l'autel de la stabilité du marché financier mondial. C'est exactement ça, oui. Ce courrier prouve qu'il savait que s'il n'accordait pas de remise de dette à la Grèce, elle devrait faire de telles coupes budgétaires que des millions de Grecs sombreraient dans une misère profonde. Et ils l'ont fait. En 4 ans, l'État grec a réduit ses dépenses d'1 tiers. Rapporté à l'Allemagne, cela représenterait une économie de 390 milliards d'euros, l'équivalent d'un budget annuel de la République. C'était un quartier commerçant très fréquenté ici. Et regardez, seul un magasin sur 2 est encore ouvert aujourd'hui. C'est un des rares indices visibles de la crise, n'est-ce pas? C'est vrai, la crise ne se voit guère. Ça tient essentiellement à la grande solidarité qui règne au sein des familles. Ça permet de cacher un peu les choses. Oui, je vois. Ici aussi, tout est fermé. À cela s'ajoute le fait que tous ces gens de la classe moyenne, des petits commerçants qui ont dû fermer boutique, se retrouvent sans couverture sociale. Ils n'ont plus accès au système de santé publique, par exemple. Certains sont même passés en dessous du seuil de pauvreté. Κύριε Κώστα. Να σας γνωρίσω το Χάραλντ. Harald, voici Monsieur Costas. Monsieur Costas nous prie d'excuser l'absence d'éclairage et l'état du magasin. Depuis combien de temps il est vide? 20 mois. Le loyer était de 900 € par mois. Puis 800, 700, 600 et maintenant 500 €. Presque à moitié prix, personne ne loue. C'était une rue commerçante. Oui, il y a beaucoup de boutiques ici. C'était une rue très commerçante et aujourd'hui elle est morte. Qu'est-ce qu'on vendait ici? Des vêtements, femmes et enfants. Qu'est-ce que vous allez faire de ce local? Qu'est-ce que je peux bien en faire? Je le louerais même pour 400 €. Mais personne n'en veut. Personne n'a de quoi payer. Vous feriez mieux de le vendre ou de le donner. Le donner, oui, parce que le vendre, je n'y arriverai jamais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Avant la crise, avant que la politique d'austérité ne soit effective, on pouvait encore prétendre qu'elle avait un impact positif sur l'économie. C'était un avis répandu. Mais aujourd'hui que nous en avons l'expérience, le constat s'impose. En fait, l'austérité atrophie une économie, et dans des proportions bien supérieures à celles des réductions budgétaires. Quel a été l'impact de tout ça sur l'économie européenne? Il y a une corrélation évidente entre politique d'austérité et déclin économique. À chaque euro gagné à la faveur d'une augmentation d'impôts, ou plus encore d'une réduction des dépenses budgétaires, le PIB chute d'1,30 € à 1,50 € en moyenne. C'est comme cela que ces économies se sont effondrées. Ils ont aggravé les choses alors? Tout à fait. Success story veut dire que pour la Troïka, le sauvetage de la Grèce est une réussite, c'est bien ça? Oui, et voilà les chiffres de cette grande réussite. 300 000 logements vides, 40 000 chômeurs et sans cesse de nouveaux impôts.
3 millions de personnes non assurées qui n'ont aucun accès aux soins. Réduction de 50% des réserves des fonds de pension. 29% de chômage au total et 60% chez les jeunes. Liquidation des biens publics, des forêts et des côtes. 4500 suicides. Ce que bien des gens ont du mal à comprendre, surtout les Allemands, si je peux me permettre, c'est que l'économie est une boucle. L'argent circule. Vous m'achetez quelque chose, je vous achète autre chose. Ma dépense est votre revenu. Votre dépense est mon revenu. Alors, si tout le monde doit dépenser moins en même temps, les revenus de chacun vont chuter, eux aussi. Si l'on dit « le secteur privé est surendetté, il doit réduire ses dépenses, et le secteur public aussi », à qui sommes-nous censés vendre? Ça ne peut pas marcher si tout le monde fait pareil. Paul Krugman évoque ici ce que les économistes appellent le paradoxe de l'épargne. Dans une économie nationale, les dépenses des uns sont les recettes d'un autre. Les achats des ménages sont les recettes des entreprises. Et les salaires versés par les entreprises sont les recettes des ménages. Les impôts des entreprises et des ménages sont les recettes de l'État. Et inversement, toutes les dépenses de l'État sont les recettes des entreprises et des ménages. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas économiser en même temps. Car économiser, c'est encaisser plus d'argent qu'on en dépense. Ce n'est possible que si d'autres dépensent plus qu'ils ne reçoivent et s'endettent. Donc si tout le monde veut encaisser plus d'argent qu'il n'en dépense, et que plus personne ne veut s'endetter, les revenus de tous baissent, et l'économie s'effondre. C'est ce paradoxe de l'épargne qui sévit dans les pays en crise. Alors pourquoi le fait-on, en dépit des preuves évidentes que vous avez évoquées? L'Allemagne s'appuie sur sa propre expérience et se dit « On est venu à bout de nos difficultés économiques de la fin des années 90 avec notre plan d'austérité de 1999-2000. Maintenant, notre pays va bien. Pourquoi les autres ne pourraient-ils pas faire pareil? Eh bien parce que l'Allemagne s'en est sortie grâce à ses forts excédents à l'exportation et que ces derniers n'ont été possibles que grâce au boom économique financé par la dette dans des pays comme l'Espagne. Or aujourd'hui, l'Allemagne dit à l'Espagne « Faites comme nous, mais on ne fera pas comme vous ». L'Allemagne pense que la politique d'austérité fonctionne parce qu'elle ne voit que sa propre expérience. Mais ça dépend du contexte. Les décisions de la Troïka ont souvent été complètement arbitraires. En Grèce, elle a obtenu en force ce que ses commanditaires n'auraient jamais imposé à leur propre pays. Un plafonnement des dépenses de santé à 6% seulement du PIB. À l'échelle européenne, la moyenne est de 8%, et en Allemagne de 10%. Parallèlement, l'activité économique a considérablement reculé en Grèce. Le gouvernement conservateur de l'époque a dû finalement réduire son budget santé d'un tiers. Les conséquences sont désastreuses. 3 millions de Grecs, un quart de la population environ, n'ont plus accès à l'assurance maladie ni aux soins médicaux. L'endroit semble avoir été quitté depuis peu. L'activité pourrait reprendre dès demain. Près de 40% des hôpitaux du pays ont été fermés, et la moitié des 5000 médecins du public licenciés. Mais cela ne semblait pas inquiéter le ministre de la Santé à l'époque. Selon le Memorandum of Understanding, le protocole d'accord entre le gouvernement grec et ses créanciers, les dépenses publiques pour la santé ne doivent pas excéder 6% du PIB. C'est largement inférieur aux 8% de la moyenne européenne. Les chiffres ne doivent pas dépasser ce taux, c'est vrai. Mais comme la Grèce sort de la crise, le PIB va remonter. Et l'an prochain, nous aurons plus d'argent. Mais vous avez bien moins de médecins. Ils étaient plus de 5000 avant. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2000. Ce qui s'est passé est très simple. Avant, ils travaillaient moins, 3 heures seulement. Maintenant, ils travaillent 7 heures.
Un peu court pour justifier ce qui en réalité est une catastrophe humanitaire pour le pays. Des centaines de milliers de Grecs ne trouvent plus de médecins pour se faire soigner dans les hôpitaux et cabinets publics. C'est pourquoi des bénévoles ont créé partout des consultations externes provisoires pour soigner les cas les plus graves. Dans cette clinique de fortune à Athènes, 100 médecins et 200 secouristes travaillent bénévolement durant leur temps libre. Heureusement, ils peuvent compter sur les dons de citoyens allemands et autrichiens qui pratiquent la solidarité européenne refusée par leur gouvernement. En Allemagne, les médias nous disent que le système de santé grec est inefficace, qu'il est hypertrophié et que les médecins sont corrompus. Effectivement, notre système de santé nécessitait d'importantes réformes, mais il avait besoin d'une réparation, pas d'une démolition. Or, on n'a absolument pas réparé les failles, qui ne manquaient pas pourtant. Bien au contraire. On a simplement fichu en l'air tout ce qu'il y avait de bien. Et aujourd'hui, dans mon pays, la Grèce, il n'existe plus de système de santé publique digne de ce nom. Avant, les malades atteints de sclérose en plaques touchaient une pension d'invalidité de 67%, mais elle est tombée à 35%. Cette diminution a pour conséquence que la majorité d'entre nous n'est plus assurée. On ne peut plus se payer de couverture sociale avec des revenus aussi faibles. On n'a même pas de quoi se loger et se nourrir. C'est ici, dans notre pays, qu'Hippocrate est né. Notre pays est celui qui a transmis la médecine au monde. Je suis sûr que si Hippocrate voyait ce qui se passe avec le système de santé, il se retournerait dans sa tombe. Aujourd'hui, des centaines de gens meurent dans tout le pays. Des centaines par mois, pas par an. Ils meurent et ce chiffre n'apparaît nulle part. Mais nous, les médecins, nous le savons, car un malade qui n'a pas accès au système de santé publique est condamné à mourir. La Troïka prétend qu'elle n'est pas coupable, que c'était le gouvernement grec ou tel ministre qui ne faisait pas bien son travail. Mais quand on lit le mémorandum de prêt, de la première à la dernière ligne, on voit bien que tout, vraiment tout ce qui s'est produit dans notre système de santé y figurait déjà. Même les licenciements des médecins et des personnels soignants. C'était les conditions de la Troïka. Pourquoi a-t-elle imposé ces mesures? Parce que nous avons des problèmes économiques? Par incompétence? Par bêtise? Non, rien de tout cela. C'est leur idéologie. Celui qui a de l'argent peut vivre, celui qui n'en a pas peut mourir. Nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux. C'est le slogan de ces malades privés de soins qui manifestent devant le Parlement grec. Leurs arguments semblent avoir été entendus. Le nouveau gouvernement veut remettre le système de santé publique sur pied. De nombreuses aberrations dans la politique de la Troïka sont connues depuis des années, y compris au sein du Parlement européen. Mais les eurodéputés ont attendu la fin 2013, peu avant les législatives, pour lancer une enquête. Et cette enquête n'a abouti qu'à une mise en cause de la légitimité démocratique de la Troïka. Car celle-ci agissait bien pour le compte des gouvernements de la zone euro, mais hors du cadre du traité sur l'Union européenne. Elle échappait ainsi à tout contrôle parlementaire, et les eurodéputés ont laissé faire durant près de 4 ans. La majorité conservatrice n'a jamais vraiment voulu savoir comment la Troïka avait établi son pouvoir. C'est un monstre que l'on a créé là. La Troïka et ses mécanismes sortent complètement du cadre des institutions de l'Union européenne. C'était juste un accord intergouvernemental.
Ce qui montre bien qu'il manque quelque chose dans l'architecture de la zone euro. Parce qu'évidemment, pour un fonctionnaire, c'est facile d'aller dire « réduisez les soins de santé en Grèce ». Parce que lui, il ne paye pas le prix politique de ça. Mais quand le débat se transporte dans une assemblée parlementaire, y compris le Parlement européen, où se trouvent des députés grecs, ça devient plus délicat politiquement à porter de dire « nous, députés européens, imposant à la Grèce des mesures qui réduisent les soins de santé et qui donc se traduisent très concrètement par plus de maladies, plus de sida, plus de morts. L'austérité, littéralement, tue. » Il se peut que certaines mesures n'aient pas donné les résultats spectaculaires espérés. Mais sans la Troïka, il n'y aurait pas de résultat du tout. Sans l'intervention de l'Union européenne, ces pays auraient fait faillite. Mais évidemment, il faut regarder aussi quelle est la majorité au Parlement européen. La majorité au Parlement européen était, et est encore plus aujourd'hui, une majorité de droite qui, en fait, soutient cette idéologie. La Troïka a imposé en plus des réformes dites structurelles aux pays en crise. Là aussi, elle s'est inspirée d'une idéologie à l'emporte-pièce qui veut que le chômage soit le fruit de salaires trop élevés et d'un trop grand encadrement du licenciement. Au Portugal, on a beaucoup facilité le licenciement, supprimé les indemnités de départ et réduit les salaires jusqu'à moins 20%. Et les conventions collectives ont perdu leur caractère obligatoire. Au début de la crise financière, près de la moitié des salariés portugais relevaient d'une convention collective. Aujourd'hui, ils sont moins de 6%. Les autres n'ont plus que des contrats individuels, qui les rendent très vulnérables face aux pressions exercées par leurs employeurs. On a démonté tout le système des conventions collectives ? Complètement, oui. De la moitié à moins d'un vingtième. C'est un tout autre modèle social, une autre façon d'organiser la société. Absolument, oui, c'est le cas. En principe, le programme de la Troïka était censé relancer l'économie et ravir les employeurs. Mais a-t-il vraiment aidé les chefs d'entreprise ? Les salaires sont peu élevés au Portugal. Le salaire minimum lui-même n'est que de 485 € par mois. Et le salaire moyen se situe autour de 1 000 €. Ne devrait-il pas se fier davantage à votre expérience d'entrepreneur sur le terrain qu'à leur analyse abstraite ? En effet, ils devraient prendre notre avis en considération. La politique des bas salaires correspondait à un modèle de développement qui est dépassé. Selon une enquête réalisée au sein de notre confédération d'entrepreneurs, la réforme du marché du travail n'est que la 7e des priorités. Nous l'avons clairement dit à la Troïka. Le Portugal a besoin de nouveaux modèles de développement reposant sur des produits à valeur ajoutée innovants et sur des salaires à la hauteur de ces innovations et de ces produits. Qu'est-ce que vous avez dit exactement aux représentants de la Troïka ? Nous leur avons exposé de façon répétée nos conclusions. Ils nous ont écoutés, certes, mais ils n'ont quasiment rien fait de ce que nous leur avions suggéré. Même le patron des patrons portugais nous a dit que le coût de la main-d'œuvre et le droit du travail n'étaient pas le problème des membres de sa confédération. Nombre de ces réformes du marché de l'emploi ont été très utiles pour relever la compétitivité des entreprises. Mais le coût de la main-d'œuvre et le droit du travail ne font pas tout. Ces réformes du marché du travail auraient dû permettre à plus d'actifs de trouver un emploi.
Mais c'est souvent le contraire qui se produit. Nous avons l'exemple d'un conducteur de bus qui travaille pour une grande entreprise de transport portugaise et dit gagner beaucoup moins qu'avant. Avant, comme chauffeur de bus, je pouvais toucher jusqu'à 1300, 1400 euros chaque mois. C'était le salaire moyen d'un chauffeur en comptant les heures supplémentaires. Mais maintenant, on plafonne à 900 euros. Votre patron est satisfait au moins? Est-ce que son entreprise est solide et prospère? Est-ce qu'il investit dans de nouveaux bus ou de nouvelles lignes? Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a plus d'embauche et nos heures supplémentaires sont moins bien payées qu'avant. Ceux qui sont là travaillent plus, tout simplement. Ce genre de réforme du marché de l'emploi, qui vise simplement le travailler plus pour gagner moins, n'a-t-il pas exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que le taux d'emploi baisse au lieu de monter? C'est ce dont le secteur économique a besoin pour être compétitif. Mais il me semble avoir lu dans vos rapports, en particulier le dernier que j'ai là, que les salaires avaient chuté de 8% en moyenne et que ce n'était pas encore assez. Si le Portugal fait ça et que les pays concurrents lui emboîtent le pas, on va se retrouver dans une véritable course à la baisse des salaires à l'échelle européenne ou même à l'échelle mondiale. C'est ce que les Américains appellent le « race to the bottom ». Quand est-ce que ça va cesser? Quand va-t-on dire « le coût de la main-d'œuvre est assez bas, on peut s'arrêter là ». Dans la situation où il se trouve actuellement, le Portugal se doit de devenir compétitif. Je travaillais dans une agence de voyage. Et elle a fermé? Non, mais comme j'étais la plus jeune, c'était la solution logique. Ah, le plus jeune et le premier licencié. Et maintenant, je suis au chômage. Moi aussi, je suis au chômage. Quel métier faisiez-vous avant? Je suis ingénieur technico-commercial. Dans la plupart des offres que je trouve, le salaire est encore plus bas que mon allocation chômage. C'est insupportable. Je ne peux pas me permettre d'avoir un enfant. Avec 550 euros par mois, j'arrive à peine à me nourrir moi-même. Tout tourne autour de 400, 500 euros maximum. Ce qu'on vous propose, ce sont des emplois au salaire minimum? Encore moins le plus souvent. Quand vous lisez l'annonce et calculez le total, ça ne fait même pas le salaire minimum. C'est classique de se voir proposer un travail qualifié pour 500 euros. Même avec un diplôme universitaire? Oui, bien sûr. Les familles ont toutes beaucoup investi dans ce qui semblait être le plus gros problème du Portugal, la qualification des ressources humaines. On a beaucoup investi dans les diplômes universitaires. On a fait de gros progrès. Et tout d'un coup, il n'y a plus de travail pour tous ces jeunes. Même s'ils sont hautement qualifiés? Eux en particulier, oui. Et comme on réduit les salaires sans investir, ils ne trouvent pas de travail au Portugal et ils émigrent. C'est une vraie fuite des cerveaux. En faisant cela, on élimine les conditions nécessaires à une croissance future. D'ici un an ou deux, 10% de la main-d'œuvre, la plus qualifiée surtout, aura quitté le pays. C'est une tragédie démographique. L'Institut national des statistiques estime que si ça continue encore quelques années, nous retomberons à 6 millions d'habitants. Au lieu de 10 millions actuellement? De 10 à 6 millions, oui. C'était notre population moyenne au XIXe siècle. La politique de la Troïka contraint les Portugais à l'exil. Les queues devant les consulats s'allongent. Elle aurait pourtant pu agir autrement, en limitant par exemple les profits monstres des exploitants privés de ponts et d'autoroutes. Mais à ce niveau, selon l'ancien juge à la Cour des comptes Carlos Moreno, rien de conséquent n'a été fait. Et quand ses confrères de la Cour constitutionnelle portugaise ont déclaré les coupes budgétaires anticonstitutionnelles, la Commission européenne les a traités d'activistes politiques, nous rappelle la juriste et députée portugaise Isabel Moreira. Même en Irlande, l'élève modèle de la Troïka, seuls les petites gens paient le prix de la crise. Alors que les géants comme Apple et Google
avait empoché 31 milliards d'euros de bénéfices non déclarés au fisc rien qu'en 2011, comme l'a révélé l'économiste James Stewart. Les élites sont épargnées. À la classe moyenne et aux pauvres, tous les sacrifices. En Grèce, la Troïka a imposé des licenciements massifs, notamment celui des 595 femmes de ménage du ministère des Finances. Ces dernières ont manifesté des mois durant et installé un campement au pied du bâtiment. Une persévérance qui a stimulé les contestataires et alimenté la campagne. Le nouveau ministre des Finances leur a déjà rouvert les portes du ministère, car leur licenciement, loin de constituer une économie, enrichissait les agences d'intérim privées. Et parallèlement, le salaire minimum avait considérablement baissé, sous la pression de la Troïka. À mon arrivée au ministère du Travail, la Troïka avait déjà négocié une série de mesures avec mon prédécesseur visant à supprimer les conventions collectives et accroître la flexibilité du marché de l'emploi, sans aucun garde-fou. Ils voulaient vraiment supprimer les conventions collectives ? Exactement. Supprimer le dialogue social, ce qui va à l'encontre des traités internationaux de l'OIT. L'Organisation internationale du travail ? Oui, et bien sûr à l'encontre de ce qui se fait en Allemagne et dans d'autres pays. Pour quelle raison ? À l'évidence, pour que les employeurs aient le dessus et décident seuls du montant des salaires. N'était-ce pas une façon de signer l'arrêt de mort des syndicats aussi ? Ils sont allés plus loin encore. Ils voulaient que le gouvernement puisse seul imposer les modalités en matière de salaire minimum et de règlements salariaux. C'est bien qu'aujourd'hui, le gouvernement a le droit d'imposer ses conditions. Mais c'est une nouvelle forme d'économie planifiée. Voilà pourquoi le dialogue social était mort en Grèce. La Troïka, le gouvernement et le Premier ministre de l'époque, Loukas Papadémos, trouvaient que le salaire minimum, fixé alors à 751 €, était trop élevé vu la situation économique de la Grèce. Ils voulaient donc le revoir à la baisse. Or, ni les syndicats, ni même les employeurs n'étaient de cet avis. Tous les partenaires sociaux avaient signé le mémorandum adressé au gouvernement. Regardez, je l'ai ici. Athènes, février 2012, au Premier ministre Loukas Papadémos. On l'avait envoyé à tous les dirigeants de partis aussi, pour les appeler à refuser la baisse du revenu minimum de 751 à 586 €. Mais ça n'a pas été pris en compte. Le montant du salaire minimum a quand même été réduit, mais par décret gouvernemental, sans passer par le Parlement. Il n'y a pas eu de vote au Parlement. Non, il craignait que les députés ne l'acceptent pas. Le SMIC grec s'élève à 586 € par mois désormais. Avec ce passage de 4,41 € à 3,44 € de l'heure, 3,5 millions de ménages ont plongé plus encore dans la pauvreté. Le nouveau gouvernement promet de revenir à l'ancien montant. Le salon, la télé, parfait. Si vous suivez l'évolution de la Grèce, vous verrez que son salaire minimum, excessivement élevé, a quasiment ruiné l'emploi dans le secteur de l'exportation. Bien sûr, les syndicats étaient contre. Mais curieusement, toutes les organisations patronales l'étaient aussi. Vous ne voyez pas les choses comme il le faudrait. Le ministre du Travail n'était pas pour non plus.
Et il nous a rapporté qu'au sein du Conseil des ministres, les représentants de la Troïka lui avaient dit « Si vous ne le faites pas, nous ne débloquerons pas la prochaine tranche du plan de sauvetage ». Ce n'est pas du chantage et de l'abus de pouvoir, ça? Il est absurde d'affirmer que le montant du salaire minimum grec n'avait pas de répercussions au niveau économique, tout comme de dire que sa diminution a des effets négatifs sur l'économie. Les Grecs vous embobinent. Moi aussi, je serais sceptique si les syndicalistes étaient les seuls à tenir ce discours. Mais quand j'entends des économistes tout à fait classiques qui travaillent pour des banques ou des organisations patronales dire que ça n'a servi à rien si ce n'est à aggraver les choses, chez moi, le doute s'installe. Ce que j'ai entendu de la bouche du ministre grec des Finances et de toute une série d'économistes grecs est très différent. Dans tous les pays en crise, la tarification, les conventions collectives, la réforme et la libéralisation du marché de l'emploi font partie des plans de redressement. Or, le traité sur l'Union européenne stipule que la Commission n'est pas compétente en matière de tarification, conventions collectives et négociations salariales. Comment se peut-il alors que des fonctionnaires de la Commission, qui d'un côté n'ont pas compétence dans ce domaine, se l'approprient au sein de la Troïka et y fassent exactement le contraire de ce que stipule le traité? N'est-ce pas une violation du traité de Maastricht pour le compte de l'Eurogroupe? La réponse, vous la connaissez déjà, j'imagine. Mais je vais vous la donner quand même. Tout ce qui s'est fait dans ces pays en crise ne relevait pas des activités de l'Union européenne dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Il s'agissait de mesures mises en œuvre dans le cadre de l'Eurogroupe, de la zone euro, par des institutions particulières. Et il n'était pas là-bas en tant qu'organe législatif, mais en tant qu'expert de l'Eurogroupe. Le traité sur l'Union européenne permet-il qu'une seule et même personne endosse ces deux rôles différents? Non, absolument pas. La Commission européenne est la gardienne du traité. Elle est tenue de le respecter à tout moment. Elle ne peut pas le mettre de côté et tout se permettre sous prétexte qu'elle fait partie de la Troïka elle aussi. La Commission doit respecter le traité en toutes circonstances. Et pour moi, c'est évident qu'elle ne l'a pas fait. C'est loin d'être le seul débordement dans ce flou juridique. À Athènes, la délégation est allée jusqu'à s'ériger en législateur et à exercer du chantage sur les ministres. Voilà le courrier officiel que j'ai reçu. Madame la ministre, ce texte n'est pas acceptable. Des éléments clés en sont absents et de très nombreux commentaires et propositions ont été ignorés. Ils l'ont entièrement barré et reformulé? Ils effaçaient le texte et en mettaient un nouveau à la place. Il y a eu beaucoup d'allers-retours comme ça. Ils ne se contentaient pas de commenter vos projets? Non, c'était clairement une version différente. À chaque projet, sa nouvelle version? Jusqu'au dernier mot. Mais nous étions des fonctionnaires élus. Et eux n'étaient que des bureaucrates et des technocrates. J'ai été ministre pendant 13 mois. L'essentiel de mes efforts et de mes soucis était de mener à bien les négociations avec la Troïka. Paul Thompson a été un négociateur hors pair. Comment vous a-t-on traité, vous, un ministre, un élu? Il y a eu du chantage. Et on a humilié mon pays. Un soir, à 23 h, j'ai reçu un coup de fil de lui. Il m'a dit « Cela dépend de toi si la Grèce obtient ou non la prochaine tranche de crédit de 8 milliards d'euros. » Tout ça parce que M. Thompson voulait un symbole de soumission. Oui. De crainte et de soumission. Il ne respectait pas ma fonction de ministre d'un État souverain. Pendant les négociations, j'ai eu l'impression qu'il me considérait comme le représentant d'un pays non seulement endetté, mais aussi corrompu. Un pays de fainéants et d'incapables. Je crois qu'il a pris tout cela sur un plan personnel.
Il avait soif de vengeance. Il voulait nous humilier, montrer qu'il avait raison. Ce que l'ancien ministre décrit là est stupéfiant. La façon dont ce genre de négociation se déroule, dont le chantage s'exerce, dont l'humiliation fait partie intégrante de la procédure, honnêtement, je n'imaginais pas que c'était à ce point. Et surtout que tout ce qui importait, c'était de servir les intérêts personnels de l'autre. Dans ce cas précis, le négociateur du FMI avait des résultats à fournir à ses supérieurs, donc ne pouvait absolument pas tenir compte du bien fondé ou de l'ineptie de ces mesures pour l'administration publique grecque. Il s'en fichait royalement. Tout ce qui lui importait, c'était d'arriver à imposer ceci et cela. Le pire qui puisse arriver à un pays, c'est de tomber sous la coupe de bureaucrates internationaux qui croient savoir mieux que lui ce dont il a besoin. En Grèce, par exemple, l'ampleur de l'intervention reste stupéfiante. Le programme de la Troïka est si détaillé que l'on dirait un programme de gouvernement complet. N'est-il pas très risqué, en général, de confier un tel pouvoir à des fonctionnaires non élus qui ne sont redevables devant aucun Parlement? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En effet, je pense que c'est un problème majeur pour l'Europe, ces fonctionnaires non élus qui décident de tout à Bruxelles. Les technocrates apatrides, comme les appelait De Gaulle. Cette bureaucratie internationale existe aussi à Washington, bien sûr. Et j'en fais partie moi-même. Je suis tellement loin des problèmes. Je ne suis jamais allé en Grèce et je n'ai jamais observé la réalité sur place. J'aimerais vraiment pouvoir y aller. Dès que l'occasion se présentera, j'irai. On ne peut pas vraiment sentir les problèmes d'un pays dans un environnement protégé comme Washington ou Bruxelles. Et il est dangereux pour un pays que des décisions cruciales pour l'avenir de ses citoyens repose entre les mains de gens qui ne connaissent pas la situation. Quand il s'agissait de favoriser les élites, la Troïka a fermé les yeux. En octobre 2010, la Française Christine Lagarde, alors ministre des Finances, transmet une liste à son homologue grec. Elle comprend plus de 2000 noms de Grecs détenant un compte auprès de la succursale suisse du groupe HSBC. À elle seule, la banque abrite plus de 2 milliards d'euros mis à l'abri du fisc par des Grecs fortunés. Mais à Athènes, le ministre ainsi que les fonctionnaires de la Troïka vont taire l'existence de cette liste pour éviter l'ouverture d'enquête. En 2012, une personne bien informée transmet la liste à un journaliste pour qu'il la publie. Depuis, elle circule sous le nom de Liste Lagarde, et Christine Lagarde, elle, est aujourd'hui directrice générale du FMI. La liste Lagarde est arrivée en Grèce en septembre 2010. Combien de ces évadés fiscaux présumés ont été poursuivis 4 ans après? La liste contient 2062 noms. En janvier 2014, le chef de l'autorité chargé d'enquêter, un proche du Premier ministre Antonis Samaras, a déclaré que des contrôles avaient été menés pour 6 personnes. C'est incroyable, mais facilement explicable. Car sur cette liste, il y a des politiques, des parents de politiques, et une série de gens impliqués dans ce que nous qualifions aujourd'hui en Grèce de système de collusion frauduleuse. L'un des objectifs premiers du plan de réforme de la Troïka pour la Grèce n'était-il pas de stopper l'évasion fiscale des riches? Sur le papier, uniquement. C'est apparu de manière saisissante lors de la procédure devant la commission chargée d'enquêter sur la liste Lagarde. Il s'est avéré que le représentant du FMI, détaché auprès du ministère grec des Finances, avait dissuadé les fonctionnaires du fisc d'étudier de près ces cas
et cette liste. Le salaire minimum a été imposé d'une main de fer. Pourquoi n'a-t-on pas usé de la même intransigeance pour obtenir l'ouverture d'enquête sur chacun des évadés fiscaux présumés de la liste fournie par Madame Lagarde? Ce sont les orientations politiques de la Grèce qui ont déterminé son système fiscal, comme en Allemagne, au Danemark ou en France. Et le fisc grec était ce qu'il était. Dans les pays en crise, on trouve extrêmement injuste que la privatisation des biens publics et la structure de la fiscalité profitent encore à ceux qui ont souvent contribué eux-mêmes à la crise en pratiquant l'évasion fiscale. Pourquoi n'est-on pas intervenu à ce niveau? C'est effectivement une évolution fâcheuse qui tient aussi à la maturité du système politique, aux circonstances de la crise, etc. Cela tient surtout au fait qu'à l'évidence, les responsables de la Troïka se fichaient de savoir à qui leur programme profitait ou nuisait, surtout dans le cas de privatisation forcée. Dans tous les pays en crise, la Troïka a imposé au gouvernement de vendre le plus de biens publics possible et au plus vite. Ce faisant, elle permet aux spéculateurs de réaliser des gains monstres. L'État grec a même créé le TAIPED pour vendre et valoriser ce qu'il possède, des bâtiments officiels aux îles, en passant par le réseau électrique. Ce fonds privé bazarde tout à la manière d'eBay, et le Parlement n'a même pas son mot à dire. Tout ce que l'État possède encore et dont il peut tirer quelque chose se trouve ici. Des plages, des bâtiments publics, des régions touristiques entières, et bien sûr, les escroqueries vont bon train, surtout quand il y a des milliards en jeu. The development of Hellinikon is expected to benefit the local and wider economy, attracting more than 7 billion euros of investment to reinvigorate Athens, Greece and overall tourism. Ce clip présente le projet du gagnant de l'un des plus gros appels d'offres de l'État, la privatisation de l'ancien aéroport d'Athènes, réaménagé en 2004 pour les Jeux Olympiques. Le site fait 3 fois la taille de la principauté de Monaco. 4 km de côte et de plage. Un terrain à bâtir très convoité, près du centre d'Athènes. Mais le TAIPED a piloté l'opération de manière à ce qu'il ne reste qu'un candidat, la société Lambda, propriété du milliardaire grec Spiro Latsis. Et cette dernière a décroché le terrain, officiellement estimé à 1,24 milliard d'euros, pour moins de la moitié de ce prix. Le pays est en train de se faire piller par un petit groupe de gens. Il n'y avait personne d'autre pour enchérir sur cette offre. Une procédure de privatisation sans enchérisseur? Dans un tel cas, normalement, on interrompt le processus et on repousse la vente de 2 ans. C'est vrai, mais pas dans la Grèce de la Troïka. Quel intérêt les autres pays de la zone euro ont-ils à soutenir ce pillage de la Grèce? Il s'agit de servir les intérêts des grands groupes. La crise est une bonne occasion de s'emparer des richesses de notre pays. C'est un prix ridicule qui suffira tout juste à rembourser quelques mois de la dette. Ça n'a aucun sens. C'est l'ex-ministre des Finances Giannis Tournaras qui a orchestré tout cela. De nombreux Grecs que nous avons rencontrés considèrent qu'on est en train de brader leur pays à des investisseurs étrangers. L'immense site d'Hellinikon, par exemple, qui fait 3 fois la principauté de Monaco. J'ai l'impression que vous vous trompez dans vos calculs. Vous oubliez que les investisseurs vont aussi investir ici. Mais vous le faites en dépit de l'opposition de la population concernée. Chaque euro investi dans le projet Hellinikon génère 5 euros dans l'économie grecque, grâce à l'effet multiplicateur. On parle de plus de 50 000 emplois, mais ça ne repose sur rien. C'est une histoire à dormir debout. Le contrat lui-même a-t-il été rendu public?
Nous ignorons tout de son contenu. Plusieurs députés ont exigé la publication des faits à de nombreuses reprises, afin que le peuple grec soit en mesure de juger sur pièce. Mais le TAIPED, le fonds chargé de conduire les privatisations, est une société privée. Et en tant que tel, il n'est pas tenu de divulguer ces informations. À qui profite la vente du site d'Ellinikon exactement? Qui sont ces investisseurs? Ο κύριος Λάτσης, που μέσω της Lambda Development φαίνεται να αποκτά... Spiro Latsis et Lambda Development vont très certainement obtenir le site. Το πρόσωπο που υπήρξε... Spiro Latsis est l'homme à qui appartenait l'Eurobank. Et par ailleurs, il est très lié au groupe EFG, lui-même associé au plus gros dépôt inexpliqué placé sur un compte suisse. L'affaire n'a pas été élucidée, mais son nom figure sur la liste Lagarde. Et pourquoi la Troïka n'est-elle pas intervenue? Elle aurait pu le faire, non? La Troïka a largement soutenu cette politique criminelle, et ce, au détriment de l'intérêt général, des citoyens grecs, de la société grecque, et bien sûr au détriment de la prochaine génération. Ellinikon n'est pas un cas isolé. Dans tous les pays européens en crise, les citoyens perdent des milliards dans la liquidation de biens publics qui leur appartiennent de droit. Tout y passe, même l'eau, alors que la France et l'Allemagne ont suspendu sa privatisation chez elles. Et les groupes censés racheter les compagnies grecques sont ceux que l'on a écartés depuis longtemps ailleurs. Pour Maria Kanelopoulou, qui se bat contre la gestion de l'eau par le secteur privé, il rafle tout ce qu'il reste de l'argenterie grecque. Le réseau portugais, modernisé très récemment, s'apprête à tomber entre les mains des mêmes groupes. Et d'après José Gonçalves, responsable d'un service municipal de distribution d'eau, ils n'auront pratiquement pas à investir pendant 10-15 ans, par contre ils toucheront aussitôt de gros bénéfices. On s'est mis à vendre des biens publics pour pouvoir survivre. On nous punit à tous les niveaux. Les salaires dégringolent, les impôts grimpent, l'enseignement public se dégrade, le système de santé est en difficulté. Les assurances sociales nous couvrent moins qu'avant, le taux de chômage est énorme et ainsi de suite. Alors que les entreprises en bonne santé, on les vend sans nous dire comment, sans nous donner de détails à des sociétés qui possèdent déjà quasiment le monde entier. Ne serait-il pas plus avisé d'exclure l'eau de ces plans de privatisation pour montrer à ces gens que l'on prend leurs difficultés au sérieux? C'est une décision du gouvernement portugais et des élus locaux. Alors, vous pourriez au moins ne pas soutenir ça. Dans les rapports trimestriels que vous avez publiés ces 3 dernières années, vous mentionnez chaque fois la privatisation de l'eau et ce genre de choses. Ça mérite d'être étudié de près. Mais en général, l'expérience montre que les entreprises privatisées sont gérées de manière plus efficace. Jusqu'ici, l'expérience prouve le contraire. La France, pionnière en matière de privatisation de l'eau, est en train de la remunicipaliser car toutes ces communes ont fait de mauvaises expériences. Peut-être, mais je suis certain que l'on tient compte ici des expériences faites dans d'autres pays. Les entreprises impliquées ici sont celles qui ont déjà mal géré les choses ailleurs. C'est pourquoi j'ai des doutes. Mais la privatisation de la banque BPN est un cas à part. Elle avait été nationalisée en 2008 pour éviter le risque de course au guichet. Ce qui était probablement une bonne chose, car la situation était délicate à l'automne 2008.
L'opération a coûté 5 milliards d'euros à l'État portugais. Et puis tout d'un coup, dans le mémorandum d'accord entre la Troïka et le gouvernement, en juin 2011, il apparaît que la banque devra être revendue dans un délai d'1 mois. Que fait cette clause dans ce contrat? Pourquoi écrit-on dans un protocole d'accord qu'une banque X devra être vendue 1 mois au plus tard après la signature? Je ne souhaite pas apporter de commentaires sur des cas particuliers. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Merci à vous. Merci. Cette vente précipitée de la BPN, plus ou moins imposée par la Troïka, ne s'est manifestement pas faite dans le respect des règles. La banque se retrouve dans l'escarcelle du groupe financier angolais BIC. Et ce n'est sûrement pas un hasard si le directeur de la branche portugaise est Diogo Freitas do Amaral, ex-ministre issu du parti au pouvoir à Lisbonne. Mais personne ne veut me fournir de détails. Le représentant du FMI n'est pas le seul à se taire. Nous n'avons essuyé que des refus de la part du fonctionnaire concerné à la Commission européenne et du gouvernement portugais. Nous avons interrogé le ministre des Finances, le ministre du Travail, le ministre d'État, tous ont nié en bloc. Le Parlement a tout de même créé une commission d'enquête et João Semedo, membre de l'opposition, a mis des détails étonnants en lumière. Il y a une clause étrange dans l'accord entre le gouvernement portugais et la Troïka. Cette disposition engage le gouvernement à vendre la banque BPN dans un délai d'1 mois après la signature. Savez-vous pourquoi elle figurait dans le mémorandum? Nous pensons que si le gouvernement l'a accepté, c'est parce qu'il avait déjà choisi l'acquéreur. C'est très étrange, car cette clause signalait aux acheteurs potentiels que l'État devait vendre à n'importe quel prix. Oui. Autrement dit, il n'avait aucun pouvoir de négociation. Le gouvernement portugais a même aggravé les choses. La vente s'est faite tellement vite que d'autres acheteurs n'ont même pas eu le temps de se faire connaître. Mais pourquoi? Pour des raisons purement politiques. Comme le gouvernement tient à avoir de bonnes relations avec la finance angolaise, il a vendu la BPN 40 millions d'euros, ce qui n'est rien pour une banque avec autant de succursales. L'un des principaux actionnaires est la fille du président angolais. Nous savons que la fille du président de la République d'Angola a été impliquée à de nombreuses reprises déjà dans toutes sortes de versements et de financements illicites. Combien d'argent le gouvernement a-t-il perdu dans cette transaction? Au moins 5 000 millions d'euros. 5 milliards d'euros? 5 milliards d'euros. Pourquoi la Troïka a-t-elle soutenu ce gaspillage absurde? Parce qu'en signant l'accord avec la Troïka, le gouvernement portugais espérait que la vente de la BPN lui permettrait de ne plus perdre d'argent avec cette banque. Mais c'est faux. L'État continue d'en perdre, pas avec la BPN, mais avec les actifs toxiques qu'elle a laissés. Comment est-ce possible? Ces actifs continuent d'exister au sein de 3 structures. C'est ce qu'on appelle des bad banks? C'est ça. Des bad banks créés par l'État pour y placer les actifs toxiques de la BPN. C'est absolument scandaleux que la Troïka et les institutions qui la composent aient pu autoriser une transaction aussi ruineuse. Autrement dit, les institutions de la Troïka contribueraient à camoufler des relations suspectes, voire corrompues? La Troïka affirmera toujours que seul l'État portugais en est responsable.
Jamais elle ne reconnaîtra sa responsabilité, alors que c'est elle qui a orchestré la vente de la banque. C'est d'autant plus stupéfiant qu'il s'est produit quasiment la même chose en Grèce au même moment. Là aussi, la Troïka a forcé le gouvernement à risquer des milliards d'euros de pertes en lui faisant vendre les banques nationalisées. Après l'échec du premier plan de sauvetage grec, les gouvernements des autres États de la zone euro ont dû se rendre à l'évidence. Sans remise de dette, l'État grec courait droit à la faillite. Si bien qu'en 2012, l'Eurogroupe a contraint les créanciers privés de l'État grec, c'est-à-dire les banques et investisseurs, à le soulager de 108 milliards d'euros. Mais comme on avait attendu 2 ans pour le faire, les banques grecques ont été les plus touchées par cet allègement de la dette. La plupart des autres, allemandes et françaises surtout, avaient déjà tiré leur épingle du jeu. Si bien que les Grecs ont dû s'endetter de 50 milliards d'euros supplémentaires pour sauver leur banque du naufrage. Dès lors, les 4 grandes banques grecques étaient nationalisées de fait. Mais la Troïka a forcé la Grèce à les reprivatiser au plus vite et à n'importe quel prix. Ce qui est déjà fait en partie, avec des conséquences absurdes. Des fonds d'investissement américains ont acheté des actions de banques grecques à prix sacrifiés et ils font d'énormes profits. La société de John Paulson, par exemple, grand patron américain de hedge funds, a annoncé près de 6% de bénéfices au premier trimestre 2014, rien qu'avec des titres grecs. Combien d'argent l'État va-t-il récupérer lors de la revente des banques à des investisseurs privés? Juste une partie, les 2 tiers environ. 2 tiers? C'est une assez bonne estimation du désastre devant lequel nous nous trouvons. La Troïka a fermé les yeux sur le processus de recapitalisation des banques grecques, soit par complicité, soit par bêtise. Mais comme les représentants de la Troïka à Athènes sont des gens instruits, très malins, je penche plutôt pour la complicité. Quand je vois ce que l'État grec a payé pour une action de l'Eurobank et ce que les fonds d'investissement américains ont versé pour le même titre, je me dis c'est pas possible. On ne peut quand même pas renoncer comme ça à plusieurs milliards alors que chaque euro est vital. Vous faites erreur si vous pensez que l'on a délibérément offert quelques milliards à je ne sais qui. C'est tout simplement qu'une quantité phénoménale d'argent s'est perdue dans la fusion du système bancaire grec. Ça ne fait aucun doute. J'ai abordé la question avec Theodoros Pantalakis, qui a lui-même dirigé l'une des banques nationalisées. Je lui ai demandé pourquoi les Grecs n'avaient pas pu procéder comme les Américains et conserver ces banques jusqu'à ce qu'elles redeviennent rentables et puissent être revendues avec un bénéfice. Il m'a répondu que cela aurait certainement été faisable, mais que le gouvernement grec avait cédé aux exigences de ses créanciers qui voulaient qu'ils revendent les banques au plus vite. C'est pour cela, selon lui, que sur près de 40 milliards d'euros, l'État n'en récupérera que 25 au mieux. Ce qui suppose une perte de 15 milliards d'euros pour la Grèce, l'équivalent des économies réalisées sur son budget santé depuis 2010. J'ai demandé ensuite à Theodoros Pantalakis pourquoi il en était ainsi. Voici son explication. C'est l'autorité des marchés. C'est pour cela que nous payons. Les marchés se calment quand ils ont leur part du gâteau. C'est le prix de l'équilibre. Si les Grecs ont chassé leur gouvernement, c'est justement parce qu'il s'est trop docilement soumis à la pression des créanciers à leur goût. À charge pour la nouvelle équipe de négocier l'arrêt de liquidation avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur Varoufakis, vous avez dit que vous ne pouviez pas poursuivre le programme en cours, qu'il en fallait un autre. Quelles conditions du programme actuel votre gouvernement n'est-il pas prêt à satisfaire ou en mesure de satisfaire? Si l'on classe les nombreuses affaires de corruption et de pillage des deniers publics, de la plus grave à la plus insignifiante, on s'aperçoit que le programme de réforme actuel ne s'attaque qu'aux petits problèmes et délaisse complètement les gros. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, ce n'est pas que nous ne nous sentions pas engagés par l'accord avec la BCE, le FMI et nos partenaires européens. Mais nous cherchons un moyen de reconsidérer la philosophie macroéconomique et le contenu microéconomique des réformes du programme existant.
Notre gouvernement représente une chance pour l'Europe. Nous venons d'être élus. Nous avons l'élan nécessaire pour en finir avec cette mentalité du business as usual. Nous disons à nos partenaires européens, ça ne vous plaît peut-être pas que nous ayons été élus car nous sommes un parti de la gauche radicale, mais servez-vous donc de nous pour tourner une page en Grèce et en Europe. Chypre est le dernier pays de la zone euro à avoir eu besoin de crédit d'urgence début 2013 suite aux spéculations malheureuses de ses banques. Mais dans ce cas, l'Europe a voulu frapper fort pour l'exemple. Elle n'a pas débloqué de fonds publics pour sauver les établissements bancaires, et ce d'autant plus qu'ils avaient la réputation d'encourager la fraude fiscale et le blanchiment d'argent sale. C'est pourquoi les ministres des Finances de la zone euro ont obligé le gouvernement chypriote à faire assumer les milliards d'euros de pertes par les clients des banques, contrairement à ce qui s'était fait dans tous les autres pays en crise. Mais il s'est produit quelque chose d'étrange. Afin d'éviter que la course au guichet ne s'étende à la Grèce, la Troïka a contraint les banques chypriotes à vendre leurs filiales grecques, et ce à un prix extrêmement bas. De nombreux Chypriotes en déduisent qu'on les a escroqués de plusieurs milliards d'euros. Est-ce possible ? En mars 2013, quand Chypre a eu besoin de crédits d'urgence, la Troïka a soumis leur obtention à la vente des filiales grecques des banques chypriotes. Quelle a été la conséquence pour les Chypriotes ? Les deux grandes banques de Chypre se sont aussitôt retrouvées insolvables, car nous avons quasiment donné ces succursales à la Grèce. Elles valaient 4 milliards d'euros. Mais la décision s'est prise au niveau européen et nous a obligés à ne les vendre que 500 millions. Cette décision nous a fait perdre 3,5 milliards d'euros. Et à l'inverse, la Banque du Pirée, qui a hérité de ses succursales, y a gagné 3,5 milliards d'euros. On a imputé ces pertes aux déposants chypriotes, alors que ça n'a pas eu de conséquences pour les déposants grecs. Qui a pris cette décision exactement ? L'Eurogroupe, la Troïka, en Grèce et à Chypre, avec les banques centrales. Et ils l'ont fait délibérément ? Cela s'est fait intentionnellement, oui, parce que quelqu'un, au niveau politique, a décidé que Chypre était moins importante que la Grèce. Vous voulez dire que l'Eurogroupe a décidé sciemment de déposséder les Chypriotes pour transférer leur fortune du côté grec ? Ils ont pris l'argent des investisseurs chypriotes et l'ont donné à une banque grecque. C'est exactement cela. Pour moi, c'est l'un des plus gros scandales de l'histoire de la zone euro. Cette transaction a rapporté des milliards à certains. Mais le Parlement et le gouvernement chypriote ont donné leur accord, eux aussi. Oui, mais nous avions le pistolet sur la tempe. On nous a forcés à accepter, car nous étions en faillite. C'est une grave accusation portée contre les ministres et fonctionnaires des autres pays de la zone euro, la BCE et la Commission européenne. Je vais même être plus clair encore. Chypre a été victime d'un pillage éhonté à l'échelle de l'État. Je le répète, ces transactions ont rapporté des milliards à la Banque du Pirée. Au niveau privé aussi ? Bien sûr. Le PDG de la Banque du Pirée, Michael Salas, avait des créances douteuses dans l'une des banques vendues. Il en avait pour plus de 150 millions d'euros. Et cette créance a été annulée au moment de la transaction. En gros, nous leur avons donné notre argent. Que savez-vous du rôle de la Banque centrale européenne ici ? Je pense que son rôle est très discutable et qu'il doit faire l'objet d'une enquête. C'est une accusation grave, non ? Si c'est vrai, ça veut dire que des hauts responsables de la BCE et de la Commission ont volé 3,4 milliards d'euros aux Chypriotes avec la bénédiction des ministres des Finances de l'Eurogroupe. Tout ça dans un pays dont le PIB n'est que de 17 milliards d'euros. La banque grecque à qui ces crédits et autres investissements ont été transmis a annoncé 3 semaines plus tard un bénéfice de 3,4 milliards d'euros. Si cet argent avait été à la disposition des banques chypriotes, on n'aurait jamais dû l'enlever des mains des déposants de ces banques.
Vous avez déposé une plainte devant la Cour de justice à Luxembourg. À Luxembourg, oui. Quelle est l'ampleur de la somme perdue par les clients que vous représentez? Plus de 100 millions d'euros au total. Et cette centaine de clients que vous avez, ce sont des entreprises ou simplement des gens fortunés? Des gens ordinaires, je dirais. Des entreprises aussi, bien sûr, mais surtout des gens ordinaires. Des retraités, par exemple, qui avaient placé une partie de leur retraite à la banque. Que reprochent-ils aux institutions européennes? Ils leur reprochent d'avoir agi au mépris du droit européen. Car l'Eurogroupe, la Banque centrale européenne, la Commission et le Conseil en particulier n'ont pas respecté la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et bien sûr, ils ont agi au mépris du principe d'égalité et de non-discrimination. Quel rôle la BCE a-t-elle joué dans tout ça? M. Asmussen avait dit à la République de Chypre que si elle n'adoptait pas le plan de sauvetage de l'Union européenne avant le 21 mars, l'aide financière aux banques chypriotes serait stoppée. Comment la Banque centrale peut-elle adresser une remarque d'ordre politique à un membre de l'Union européenne? Vous pensez que la BCE a enfreint le droit européen par l'intermédiaire de son directeur allemand Jörg Asmussen? Elle a agi illégalement. Si procès il y a, Michael Saris sera un témoin important, car c'est lui qui, en tant que ministre des Finances, a mené les négociations pour Chypre. Nous avons quitté les négociations en disant que c'était inacceptable. Puis l'équipe de Joachim Almunia a rendu son arbitrage à Bruxelles. À l'époque, il était commissaire à la concurrence. La décision est tombée et ils ont aussitôt fait un profit de 3 milliards de dollars. Ça veut dire que la banque grecque insolvable avait été sauvée du jour au lendemain. N'est-ce pas injuste? Si, et ils nous l'ont dit sans détour. Soit nous acceptions le plan et tout ce qui allait avec, notamment des pertes pour les déposants, soit nous quittions la zone euro. Et ça aurait été une catastrophe monumentale pour notre économie. Alors on n'avait pas le choix. C'était marche ou crève. La Commission et la BCE ont-elles offert des milliards en douce à la Grèce? Un indice fort étaye cette accusation. Il s'agit d'un email que l'employé de la Commission en charge du dossier a envoyé à tous les participants peu avant la décision finale. Ce document explique le déroulement de la transaction. Et tout à la fin, on trouve ce tableau qui confirme ce que me disait Nicolas Papadopoulos. Pour la vente des filiales grecques des banques chypriotes, les fonctionnaires de la Commission ont délibérément fixé un prix beaucoup trop bas, que les Chypriotes furent obligés d'accepter. Et un mois plus tard, la Banque du Pirée, heureux acquéreur des succursales des banques chypriotes, affichait un accroissement de capital de 3,4 milliards d'euros. La Troïka semble bien avoir fait cause commune avec une banque grecque. C'est 10% du PIB du pays que l'on a transféré hors de Chypre avec cette vente. Ça ne sent pas bon. Les Chypriotes veulent des explications. Des erreurs ont été commises et quelqu'un doit en payer le prix. Mais le prix fixé était manifestement excessif et seuls les petits l'ont payé.
Nous ne disposons pas d'assez d'informations pour juger s'il s'agit d'erreurs ou de corruption, mais ce genre de questions ne peut pas continuer de planer au-dessus des institutions européennes. Il me paraît essentiel de lancer une enquête au niveau européen. Allez-vous vous battre devant le Parlement nouvellement élu pour initier d'autres enquêtes sur des affaires passées? Il n'y a pas eu d'enquête et il n'y aura pas de commission d'enquête parce qu'il n'y a pas lieu d'en nommer une. Beaucoup de gens ne voient pas les choses du même œil. Je comprends, mais il faut avoir les compétences pour en juger. Est-il vraiment impossible de demander des comptes aux responsables au sujet des erreurs commises? Je le maintiens, l'action de la Troïka a été un grand succès. L'action de la Troïka était nécessaire. Le Parlement l'affirme aussi à une large majorité. Et il n'y avait guère d'alternative au travail de la Troïka. Nous devons tirer les leçons des dysfonctionnements, les leçons de cette action. Mais avec le recul, il est évident que c'était la seule possibilité que nous ayons. Et ces succès nous donnent raison. C'est précisément cette attitude de Bruxelles et Berlin qui monte les citoyens contre cette Europe-là. Et c'est la raison pour laquelle les Grecs ont élu un gouvernement prêt à se dresser contre cela. En continuant de refuser toute explication et d'assumer leurs erreurs, les dirigeants européens compromettent toutes les avancées apportées par la construction européenne ces 30 dernières années. Avec une telle politique, l'Europe, jadis synonyme d'espoir, d'avenir meilleur, apparaît désormais comme une menace pour beaucoup. Alors qu'on pourrait bien évidemment répartir le poids de la crise plus équitablement. Et on pourrait aussi demander des comptes aux responsables. Et surtout, changer de cap après le fiasco des plans d'austérité et tenter de redonner un avenir aux pays en crise via l'investissement. Alors pourquoi ne l'a-t-on pas fait depuis longtemps? De nombreuses études psychologiques et sociologiques montrent que les personnes qui ont des convictions profondes ne changent pas d'avis, même face à l'évidence. Et même que plus elles en savent, plus elles résistent. Ce n'est pas très surprenant, mais très éclairant. Les gens ont leurs propres valeurs, et vous pourrez faire tous les calculs que vous voulez pour leur démontrer qu'elles sont absurdes, vous n'obtiendrez que leur colère. Ils ne changeront pas d'avis. Ces fonctionnaires, non élus, non redevables, et souvent incompétents, qui décident à Bruxelles du sort des gens dont ils ignorent tout et qui ne peuvent pas leur demander de compte, ça ne fonctionne pas. Ainsi, quand Angela Merkel prend des décisions politiques aux conséquences terribles pour le peuple grec ou portugais, elle n'a de compte à rendre qu'à ses électeurs allemands. Et quand on travaille à la Commission, on y est à vie. Bien sûr, on doit des comptes à son supérieur, mais certainement pas pour les souffrances que l'on a pu causer. Comment se fait-il que ces gens aient un tel pouvoir? Pourquoi le confier à des fonctionnaires qui ne risquent rien dans ce jeu? C'est extraordinaire en effet qu'avec une conception du monde aussi étroite, ils aient réussi à prendre le contrôle des institutions et à avoir une telle influence sur la vie de millions de gens dans toute la zone euro. Ces partis pris idéologiques sont très difficiles à expliquer. Comment ont-ils pu prendre le pouvoir sur toute la Commission? Probablement parce qu'ils ont commencé à travailler quand la pensée néoclassique, néolibérale, était dominante. L'idée que les dettes publiques sont une mauvaise chose, que moins il y a d'États, mieux c'est. Pour eux, les décisions du secteur privé sont toujours bonnes, celles du secteur public toujours mauvaises. Cette idéologie prévalait à leur entrée en fonction. Mais c'était il y a 20 ans. Oui, c'était il y a 20 ans, et ils en sont toujours là. Ils n'ont rien appris. Ne diffusez surtout pas ça. Une puissance incontrôlée qui n'a de compte à rendre ni au Parlement ni à l'opinion publique. Voilà ce qui fait de la Troïka cette puissance incontrôlable. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Les responsables du FMI, de la BCE et de la Commission européenne n'ont voulu répondre à aucune de nos questions.
Greece.